C'est 4 mètres 35. Ok, 4 mètres 35. Notre métier a changé. On est devenu de coupeurs de bois, pour le dire si méchamment, à devoir garder une exploitation, donc toujours coupée, mais d'une façon durable. Gigantesque, démesurée, la magnifique forêt congolaise est un espace naturel hors du commun. Deuxième plus grande forêt après la forêt amazonienne, elle est considérée comme le second poumon de la planète. Par sa capacité à produire d'énormes quantités d'oxygène à partir du CO2, elle a un rôle essentiel dans la régulation du climat planétaire. Foyer d'une biodiversité impressionnante, gorgée de ressources en bois et en eau, elle constitue un enjeu majeur de développement durable, pour les Congolais, mais pas seulement. Bon, la RDC a un potentiel énorme en matière de forêt, qui est évalué à 155,5 millions d'hectares, ce qui correspond en fait à 67% de la couverture forestière du pays, à 10% des forêts tropicales du monde, 38% de celles de l'Afrique, et 60% des forêts du bassin du Congo. Donc, c'est vous dire que ce potentiel est énorme en fait pour notre pays. En République démocratique du Congo, où vivent 77 millions de personnes et où vivront 150 millions de personnes en 2050, 90% de la population dépend directement ou indirectement de la forêt. Le bois y est la principale source d'énergie. Et dans ce pays qui n'est pas un pays d'élevage et sans filière commerciale d'approvisionnement dans les zones enclavées à l'intérieur des terres, la viande de brousse est la principale source de protéines animales. Sans parler des autres produits forestiers, comme la pharmacopée locale, qui rendent les populations rurales très dépendantes de la forêt. Parmi les ressources de la forêt congolaise, celles liées à son exploitation légale sont encore insuffisantes. Et pourtant, elles sont prometteuses. Outre les milliers d'emplois qu'elle crée, la filière bois représente une contribution de près de 170 millions de dollars au PIB congolais. Dans des conditions normales d'exploitation, elle devrait assurer à l'État des recettes fiscales annuelles de 15 à 20 millions de dollars. Mais dans un pays en guerre ou sans gouvernance pendant plusieurs décennies, la forêt subit de nombreux assauts. Au premier rang des accusés, les entreprises forestières. Certaines ONG ne cessent de dénoncer la mainmise sur ce secteur par quelques entreprises forestières qui auraient, pendant des années, abusé des permis d'exploitation pour piller les forêts de la RDC. Et pourtant, plusieurs autres menaces pèsent sur l'équilibre de la forêt congolaise. Et la plus importante de toutes, la culture sur brûlis, responsable de 80% de la déforestation. L'agriculture sur brûlis, c'est une méthode qui est traditionnelle. Nous avons besoin de l'agriculture pour nourrir la population congolaise. Mais le problème avec l'agriculture itinérante, c'est qu'on abat les arbres et on les brûle. Alors là, il y a des conséquences avec perte de biodiversité, avec des espèces et des essences qui sont même brûlées. Si l'agriculture sur brûlis engendre de mauvais rendements et produit beaucoup de CO2, le phénomène de déforestation incontrôlée est accentué par l'exploitation de la forêt pour de la production de bois d'œuvre par les exploitants artisanaux. Travaillant dans le secteur informel, ils sont peu structurés et agissent le plus souvent dans l'illégalité. C'est là où ça devient un problème parce qu'ils sont dispersés sur la superficie de la RDC et c'est difficile de retrouver 2000 personnes qui sont en train de couper quelque part en RDC sur des petites superficies. Donc je crois que un des efforts qui devrait être fait aussi, c'est d'essayer de regrouper les artisanaux qui puissent couper dans un endroit bien encadré en respectant les règles et les normes environnementales. Enfin et surtout, le prélèvement excessif de bois de feu. Pratiquement 90% de la population utilise le charbon de bois et les bois de feu.
La consommation en bois énergie dépasse aujourd'hui 50 millions de mètres cubes par an pour l'ensemble du pays et atteint environ 3 millions de mètres cubes pour la ville de Kinshasa. L'auréole de dégradation du couvert forestier, sur plusieurs centaines de kilomètres autour de Kinshasa, est la manifestation la plus visible du problème d'approvisionnement de la capitale en charbon de bois. Si nous regardons par rapport à ce qui est produit dans le cadre de l'exploitation industrielle, c'est 300 000 mètres cubes qui est prélevé, mais dans le cadre du bois de feu, c'est au moins plus de 3 millions de bois de feu qui sont prélevés, ce qui a un impact négatif sur notre couverture forestière. 300 000 mètres cubes, seulement 300 000 mètres cubes produits par l'exploitation industrielle. Alors que le potentiel de production est estimé à environ 10 millions de mètres cubes par an, le volume exploité par le secteur formel, les entreprises dites industrielles, est relativement faible. Il représente à peine 5% des exportations de bois tropicaux de toute l'Afrique centrale, alors que la RDC possède à elle seule 60% des forêts du bassin du Congo. Hormis les décennies de guerre et la mauvaise gouvernance, les raisons de cette sous-exploitation sont connues. Des distances immenses à parcourir sur des pistes en mauvais état, un envasement permanent de l'accès au port de Matadi, port d'exportation trop petit pour accueillir les bateaux de gros tonnage. Comparé au Cameroun ou au Gabon, où vous pouvez couper un arbre et 2 semaines plus tard, il est déjà dans le port d'exportation. Ici, nous parlons quand même de minimum 3 mois entre la date d'abattage et la date d'exportation. Difficulté supplémentaire, les innombrables coupures d'électricité. Notre usine tourne à l'électricité. Sur un mois, on peut avoir une semaine et demie sans électricité. Mais, difficulté d'exploitation ou pas, on ne peut nier que cette exploitation industrielle n'a pas toujours été conduite dans le cadre d'une gestion durable de la forêt. En 2002, le gouvernement congolais décide de s'attaquer de front au problème. Il instaure un nouveau code forestier. Avant, il n'y avait pas de plan d'aménagement et l'exploitation se faisait sans se préoccuper du renouvellement de la ressource. Aujourd'hui, le plan d'aménagement repose sur un certain nombre d'études scientifiques qui vont permettre d'établir les paramètres d'une exploitation durable. En 2006, la réforme du secteur supprime une centaine de titres d'exploitation, faute de parcelles aménageables durablement. Sur les 160 anciens titres forestiers, seule une soixantaine a pu être convertie en contrat de concession forestière. Aujourd'hui, aucune exploitation forestière ne peut se faire sans qu'il y ait un plan d'aménagement. Donc, on impose aux sociétés forestières de pouvoir disposer d'un plan d'aménagement qui est validé au niveau de ma direction. Le plan d'aménagement forestier est un document contractuel qui fixe les règles de la gestion de la concession. Parcelle par parcelle, il planifie sur le long terme les modalités d'exploitation, de protection ou de conservation des différents espaces. Il en garantit ainsi une gestion durable. La concession est subdivisée en 3 séries forestières. La première, c'est la série de conservation qui va regrouper les espaces à haute valeur de biodiversité. Il y a ensuite la série de protection qui concerne les espaces sensibles à l'érosion. Et enfin, la série de production qui regroupe le reste de la concession réservée à l'exploitation. Le plan d'aménagement prévoit pour chacune de ces séries les activités autorisées aux concessionnaires et aux populations locales. On procède des inventaires forestiers, des inventaires fauniques, des enquêtes socio-économiques et on élabore un plan d'aménagement sur une période de 25 ans. L'inventaire d'aménagement permet de connaître la composition de la forêt, la répartition des arbres par espèce, leur grosseur. La spatialisation des données d'inventaire permet de cartographier la répartition des volumes exploitables dans la forêt concédée et de faire des projections assez précises en vue de l'exploitation sur les 25 ans de la durée du plan d'aménagement. On peut, sans détruire la forêt, exploiter en ayant un bon plan d'aménagement, en passant par des prospections systématiques et bien faites. Et avec le plan d'aménagement, on peut savoir si telle essence, on peut couper combien de volume, combien de pieds, etc. Donc,
il y a une possibilité. Nous avons des textes qui prévoient la protection de la biodiversité. Il y a énormément dans la législation, il y a déjà un arsenal juridique. En effet, le plan d'aménagement intègre également la prise en compte de la faune et de la biodiversité. La législation attache enfin une importance particulière aux besoins des populations vivant en symbiose avec la forêt. Les populations locales sont donc un acteur à part entière de la gestion durable de la forêt. Elles y sont d'ailleurs associées. Selon la réglementation forestière en RDC, la communauté a une part importante dans l'exploitation forestière. D'abord en amont, avant même qu'une concession soit octroyée à un concessionnaire, cette communauté doit être consultée et donner son avis. Aujourd'hui, on est dans un processus-là qui aimerait vraiment faire participer les communautés à tous les niveaux. Au niveau de l'acquisition, au niveau de la mise en œuvre, même aussi au niveau du suivi et évaluation des activités ou bien des impacts de cette exploitation. Vous coupez 1 mètre cube de bois, vous savez que quelque chose va tomber dans le fonds de développement qui est géré par le comité de gestion constitué des représentants de la communauté locale. Donc il y a un direct lien et c'est aussi eux-mêmes qui décident avec cet agent qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes à l'île Éco, au bord du fleuve Congo. Depuis la mise en place des nouvelles normes d'exploitation forestière, le marché y est florissant. Appliqués petit à petit, les accords de clause sociale prévus dans la nouvelle législation incluent désormais la réalisation d'infrastructures et d'équipements au profit des populations riveraines des concessions. Chaque année, c'est près de 3 millions de dollars qui sont alloués par les sociétés d'exploitation à la construction de ces infrastructures. Très bien, très bien. Joseph Kikpanabao, en tant que représentant de la population de l'île Éco, contrôle la mise en œuvre de ces clauses sociales. La société, quand elle est arrivée, elle a commencé à construire des écoles. Qui sera capable de nous lire ce que j'ai écrit? Regardez au tableau noir. Après les écoles, elle a construit des dispensaires. Après le dispensaire, elle a construit même une église catholique pour la communauté. Un autre engagement fort contenu dans ces clauses sociales, l'emploi. En embauchant une main-d'œuvre locale, ces clauses garantissent des revenus stables pour les familles et réduisent les risques d'une ponction illégale des ressources de la forêt par les habitants, comme le braconnage par exemple. Elles agissent aussi comme un frein à l'exode rural et à la déstructuration sociale qui l'accompagne. 16 mètres 40. Après mes études, j'étais à la maison comme ça, sans rien faire. Je n'avais même pas l'emploi. Je me suis engagé à la société. Je me suis commencé comme macheteur. Nous avons fait la formation pendant 2 mois. Et je me suis plongé à la prospection, brigade de la prospection. On a pu organiser le chantier plus avec la main-d'œuvre locale. Donc on a au total 120 travailleurs. À peu près 60%, c'est des locaux, des natifs, des gens qu'on a trouvés ici, qu'on a appris à travailler, soit dans des formations, soit à l'État nous-mêmes. 1 mètre 49. Aujourd'hui, la filière bois industrielle, c'est plus de 6 000 emplois directs. La population dépendant directement ou indirectement du secteur forestier industriel est estimée entre 100 et 150 000 personnes. L'île Éco n'est pas le seul exemple du chemin parcouru par les sociétés forestières pour assurer une juste redistribution des bénéfices de l'exploitation industrielle au profit des populations riveraines des concessions. Ça va bien? L'infirmier là? Au revoir, papa. Mais les engagements pris dans les accords de clause sociale, s'ils sont fondamentaux pour la réussite d'une gestion durable de la forêt, ne sont pas toujours tenus par les sociétés forestières, confrontées à des exigences de rentabilité. Oui, il y a beaucoup de problèmes, surtout quand on ne respecte pas la population, les clauses sociales. La plupart
des exploitants industriels qui exploitent en RDC n'arrivent pas à réaliser tout ce qu'ils ont fait comme clause avec ces communautés. La gestion durable de l'exploitation forestière en RDC ne se fera pas sans une implication réelle des populations concernées. Elle ne se fera pas non plus sans un suivi des plans d'aménagement durable par les équipes de l'administration forestière. C'est à la demande des autorités congolaises que l'Agence française de développement finance le programme AGEDUFOR, appui à la gestion durable de la forêt de la RDC. Il a pour objectif d'appuyer l'administration forestière au niveau central, provincial et territorial dans le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des plans d'aménagement. Le projet apporte également un appui aux opérateurs privés du secteur industriel. Vous allez faire un courrier à l'entreprise pour les invités qui viennent, qu'on harmonise leurs limites avec notre limite. Ici travaille la DIAF, la Direction des inventaires et aménagements forestiers, responsable de la réalisation du projet. Sa mission consiste à accompagner les opérateurs privés dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan d'aménagement. Le projet AGEDUFOR nous a aidés à élaborer des outils qui nous permettent de faire l'analyse des différents documents que les concessionnaires forestiers déposent à l'administration, ce qui ne se faisait pas auparavant parce qu'il n'y avait pas de la compétence pour faire une analyse technique. Financé par une subvention de 11 millions d'euros de l'Agence française de développement, le projet a pour but de modifier profondément le secteur de l'exploitation forestière en RDC. Étaler cette subvention et ce programme d'appui sur 8 ans permet de l'inscrire dans la durée. Cela permet également d'apporter l'expertise internationale pour répondre aux besoins de transformation profond du secteur. Le projet se déploie dans les provinces du Bandundu, de l'Équateur et orientale. C'est sur une superficie de près de 11 millions d'hectares de forêts concédées que le projet lutte contre la déforestation et renforce la contribution des activités forestières au développement économique du pays. La bataille pour la gestion durable des forêts de la RDC est désormais ouverte. La réussite de ce grand défi passera immanquablement par la généralisation des plans d'aménagement et l'adoption des pratiques de bonne gouvernance dont les effets sont d'ores et déjà perceptibles. En RDC, les conditions, comme ailleurs, sont, me semble-t-il, réunies, à savoir une volonté d'abord politique, institutionnelle, la prise en considération des enjeux de développement durable et de responsabilité sociale et environnementale des opérateurs, des exploitants, mais également des populations bénéficiaires. Donc tout le processus autour de la production forestière est en train maintenant d'être maîtrisé. Donc nous y allons à petits pas. C'est tout nouveau, hein. Je veux dire, même les ONG, on voit aussi que pour eux, ils sont en train de regarder ça maintenant d'un autre œil. Donc moi, je crois que d'ici 5 ans, on aura toute une autre vision. Aujourd'hui, tout le monde apprend encore.